La coalition Gantz-Netanyahou vit-elle ces derniers jours? On en parle dans un instant avec Liora Levy, membre du Likoud et conseillère municipale à Netanya. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Michael. Bonjour Liora. Bonjour Shraga, bonjour Liora. Bonjour. Alors, première question Liora, une petite phrase que Benny Gantz a prononcée lors de la séance de Bleu-Blanc la semaine dernière, qui n'a pas fait beaucoup de bruit médiatique, mais qui est très importante. Il a dit, en substance, « Je sens que je n'aurai pas la rotation ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une marque de défiance envers Benjamin Netanyahou, qui n'aurait pas tenu ses paroles? Qu'est-ce que cela vous inspire, cette petite phrase? Alors écoutez, c'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit médiatique parce que cette semaine, tout le monde est un petit peu occupé avec les élections américaines, avec également la corona et les consignes, etc. des ministères. Moi, quand j'ai vu cette phrase, évidemment, ça fait un petit peu tilt. On se dit, il sent que ça ne lui arrivera pas, il sent que peut-être les élections approchent, etc. Mais il faut savoir que cette phrase, il l'a prononcée, je crois, lundi ou mardi, et dans une réunion donc, interne de Bleu-Blanc. Et la même semaine, donc, je crois la veille, lundi, il était question que Yair Lapid propose une proposition de loi donc, à l'Assemblée pour dissoudre l'Assemblée, pour dissoudre la Knesset. Et compter évidemment sur les voix de Bleu-Blanc, puisque Yair Lapid n'a pas de majorité sans Bleu-Blanc, et tout ça évidemment en comptant également sur les voix de la liste arabe. Donc il comptait sur Bleu-Blanc, et finalement le lendemain, donc mercredi, Yair Lapid a annoncé qu'il retirait sa proposition, qu'il retirait sa proposition de dissoudre l'Assemblée. Et pourquoi il a retiré cette proposition? Parce qu'il savait qu'il allait perdre, qu'il n'aurait pas de majorité, car Carole Lavan a annoncé qu'il ne soutiendrait pas cette dissolution. Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça? On comprend que Yair Lapid a voulu dissoudre l'Assemblée en comptant sur Bleu-Blanc, et que Bleu-Blanc, malgré cette phrase un petit peu dramatique de Benny Gantz, a choisi en cas de continuer à faire partie de la coalition de Benjamin Netanyahou, à continuer à occuper les postes qu'ils occupent de ministres et de responsables, etc., contrairement d'ailleurs à Naftali Bennett qui lui a annoncé dès le départ qu'il soutiendrait la proposition de Yair Lapid. Donc je ne pense pas qu'on peut tout de suite enterrer ce gouvernement. Ce gouvernement est un gouvernement qui a des gros problèmes et de gros dysfonctionnements, mais pour l'instant en tout cas Benny Gantz continue malgré peut-être cette phrase et la compréhension. Je pense quand même que Benny Gantz est une personne intelligente et peut-être qu'il avait compris ça avant, mais en tout cas, il l'a dit cette semaine. Malgré ça, il continue à vouloir rester dans cette coalition. Alors, Liora, vous parliez de Naftali Bennett. On voit dans les sondages que Naftali Bennett, Yamina, se rapprochent du Likoud. On sait qu'il nous reste un peu plus d'un mois avant de voter pour le budget. Et à ce moment-là, on verra s'il y a crise définitive ou pas entre Bleu-Blanc et le Likoud. Ma question serait, est-ce que dans une constellation où Yamina conserve ce nombre de sièges dans les sondages, est-ce qu'on peut imaginer que finalement Netanyahou ne se rallierait-il pas à Naftali Bennett plutôt qu'à Benny Gantz et de former un gouvernement à droite, un gouvernement qui serait plus solide que le gouvernement actuel? Écoutez, Naftali Bennett et son parti, enfin tous ces partis qui se sont suivis les uns après les autres, jusqu'à il y a quelques années, ont toujours été les partenaires politiques du Likoud et de la droite. S'il y a quelques années, on nous avait posé cette question, on n'aurait pas imaginé que Naftali Bennett puisse aujourd'hui être celui qui se rallie à Yair Lapid pour voter la dissolution de cette Assemblée. Alors les sondages, effectivement, on les connaît tous. Ils se rapprochent. Cette semaine, l'écart s'est de nouveau creusé entre Naftali Bennett enfin en tout cas entre Yamina et le Likoud. Les sondages sont faits à un instant T. S'il y a des élections aujourd'hui, voilà ce que seraient les résultats. Ça ne veut pas dire que dans un mois ou dans 2 mois, puisque je vous rappelle que si le budget ne passe pas et s'il y a dissolution et s'il y a élection, donc ça fait beaucoup de si, il y a encore une période de 90 jours avant les élections, donc c'est quand même 3 mois.
Et aujourd'hui, en période de crise du corona, je pense qu'on a tous compris depuis des mois et des mois qu'on a une très très faible visibilité concernant l'avenir. On n'arrive pas à faire des projets à plus d'une semaine ou 2 semaines, et même ça, c'est déjà très long. Donc 3 mois, il peut se passer une quantité de choses invraisemblables. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une très très grosse crise, en tout cas de confiance, entre Yamina et le Likoud, et qu'il n'y a plus cette espèce d'union de la droite et des mouvements sionistes de droite qu'aujourd'hui on voit que chacun essaie de tirer de son côté. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Bleu-Blanc, finalement, comme je vous l'ai dit, a soutenu, en tout cas, n'a pas voulu voter pour la dissolution, alors que Bennett, oui. Donc je pense qu'on ne peut plus savoir. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que les sondages pour Bennett n'ont jamais reflété finalement la réalité. Netanyahou, on peut le critiquer certainement, mais il est en tout cas prouvé qu'à chaque fois dans les élections, il nous surprend et il dépasse les sondages et les prévisions. Donc finalement, former une coalition avec Bennett ou sans Bennett, je pense que cette question sera à l'ordre du jour uniquement le lendemain des probables élections, si elles ont lieu, quand on verra les résultats véridiques et non pas les sondages. Bien, il y aura une question d'ordre international, d'actualité brûlante. Vous savez que les élections américaines ne sont pas encore tranchées, bien qu'il semble que Joe Biden soit en passe de devenir président des États-Unis. Pendant 4 ans, on a vécu une période, je dirais, d'âge d'or entre le gouvernement israélien et l'administration Trump. Comment vous voyez l'avenir avec une administration américaine démocrate ? Est-ce que Benjamin Netanyahou, s'il reste au pouvoir, arrivera par ses relations personnelles qu'il a avec Joe Biden à maintenir le même type de relations ? Est-ce que la politique américaine va changer ? Est-ce qu'il faut craindre ? Comment vous voyez la chose ? Écoutez, d'abord, je suis surprise aux États-Unis que ça prend finalement autant de temps, presque en Israël. À l'époque des élections en Israël, on nous disait mais comment c'est possible qu'on n'ait pas encore les résultats, etc. Bon, voilà, aux États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde, on voit également que ça prend plusieurs jours avant d'avoir les résultats finaux. Je pense qu'il y aura peut-être même une bataille juridique entre les républicains et les démocrates pour décider vraiment qui sera le président. J'espère de tout cœur que le président Trump sera quand même élu, mais dans le cas où ce n'est pas le cas, évidemment, Benjamin Netanyahou a toujours travaillé en collaboration avec tous les présidents américains. Il y avait une période idyllique, presque, on peut dire, avec le président Trump, qui avait des affinités, même de par ses affinités familiales, si j'ose dire, avec Israël, qui a été un grand allié, qui a reconnu le Golan, qui a fait beaucoup de choses, l'ambassade à Jérusalem, etc. sont des choses dont l'histoire se souviendra. J'espère et je compte en tout cas sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et c'est pour ça que c'est également très important qu'il reste Premier ministre, avec son pouvoir international. Il est sur la scène internationale indéniablement un des premiers ministres dans le monde, un des chefs de gouvernement dans le monde les plus influents. Donc, il réussira même avec un gouvernement démocrate. Il est évident qu'avec le président Trump, c'est beaucoup plus facile. J'espère en tout cas que le président Biden ne reviendra pas sur les choses qui ont déjà été acquises, comme l'ambassade, par exemple, à Jérusalem. J'espère qu'il n'y aura pas un retour en arrière. Et l'avenir nous le dira. Nous attendons, je pense, les prochains jours pour avoir la décision finale. Merci Liora Lévy. Et félicitations, vous avez été nommé récemment à la tête du département de l'intégration de Benjamin Netanyahou. Bonne chance pour ça, et pas seulement pour la politique. Deuxième ville de l'Aliyah en Israël, oui. Merci beaucoup Liora, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Bien, alors on en arrive à notre rubrique finale, et peut-être la préférée des auditeurs, on ne sait pas. On n'a jamais fait de sondage, non plus. Quoique les sondages, il faut s'en méfier. Voilà. Alors, la rose et le cactus. Alors, la rose, cette semaine, est attribuée à Naftali Bennett pour quelque chose qu'il a fait, pas seulement lui, sa famille. Ils ont accueilli chez eux une jeune femme de 24 ans qui s'appelle Livnat, on ne sait pas son nom de famille, qui est ce qu'on appelle Chayelet, qui était Chayelet Bodeda, c'est-à-dire soldat sans famille, et qui, depuis la fin de son service militaire, il y a 1 an et demi, n'avait pas trop habité, au point qu'elle ait dressé une tente devant le ministère des Affaires sociales.
Et Naftali Bennett, tout simplement, l'a ramenée chez elle. Et elle vit pour le moment Chez lui, pardon, chez lui, effectivement. Chez lui à Ra'anana, et pour lui donner un toit. Et elle restera chez eux tant qu'elle n'a pas trouvé de toit. Et d'ailleurs, j'ai lu entre-temps que Naftali Bennett a rencontré Benny Gantz, ministre de la Défense, pour demander justement que soit avancée toute cette question des soldats sans famille qui arrivent en Israël, qui font le service militaire et qui après souvent ou n'ont pas de travail, ne savent pas où habiter. Et ce que Naftali Bennett a fait, vraiment, c'était très bien. Il a été félicité. Et le responsable des affaires militaires à Galei Tzahal a même dit que j'ai eu des coups de fil de députés qui demandaient qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette jeune femme. Il est allé sur place, il l'a plus vue et il a appris après que sans caméra ni publicité, Naftali Bennett était venu sans téléphoner, mais était venu et l'avait amené chez eux à Ra'anana. Et je trouve que ça méritait une rose. C'est un beau geste. Voilà. Et merci Shraga de raconter cette jolie histoire ce matin qui donne un peu d'optimisme. Ouais. Alors pour le cactus, à droite, cette semaine aussi, le député, il n'est pas député seulement, parce qu'il est ministre, le ministre des Relations. David Amsalem, notamment ministre des Relations avec le Parlement. Alors, on le voit souvent, on l'entend souvent à la Knesset, puisqu'il répond souvent, il est chargé de répondre aux questions posées au gouvernement, qui toutes les semaines, il y a des questions posées par les députés de l'opposition au gouvernement. Il est censé répondre quand le ministre chargé du dossier n'est pas là des fois, il donne la réponse. Et donc, dans un débat cette semaine, il a évoqué la difficulté pour le Premier ministre, difficulté financière du Premier ministre, rappelant et selon lui, il a calculé que Netanyahou ne gagne que 35 shekels de l'heure. Rappelons bien entendu que Netanyahou, travaillant à peu près 22 heures sur 24, donc il a fait un calcul. Voilà, le calcul est approximatif. ראש הממשלה במדינת ישראל עובד 24/7. אין עובד מדינה כזה. דרך אגב, עשיתי חשבון, הוא מרוויח בנטו בערך כ-35 ש"ח לשעה. יש מלצרים בכל מסעדה שמרוויחים יותר. Alors, évidemment, c'est vraiment manquer de décence quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de chômeurs en Israël et que le salaire du Premier ministre est donc de 54 000 shekels. Il a précisé, on le voit à l'écran, que les serveurs, il y a des serveurs qui gagnent plus que le Premier ministre, qui est complètement ridicule. À ma connaissance, aucun serveur ne peut gagner autant qu'un Premier ministre. Et c'est normal, on n'est pas en train de dire que le Premier ministre doit gagner moins qu'un serveur. Ce que gagne le Premier ministre israélien n'est pas particulièrement un salaire indécent. Non. Mais de là à le présenter comme presque quelqu'un en difficulté, en détresse, qui travaillerait au salaire minimal. Voilà, c'est ça. C'était vraiment un peu honteux. Donc voilà, la pique du cactus cette semaine à Doudi Amsalem. Voilà. Rappelons, précisons que c'était un débat à la Knesset sur une motion qui, à propos de l'exemption fiscale des dépenses du Premier ministre dans ses résidences. C'est un sujet dont on a déjà parlé. Dans quelle mesure le Premier ministre peut obtenir des exonérations de taxes par rapport à tout ce qu'il a à sa maison. Donc ils font conseiller aux gens d'être plutôt serveurs dans des restaurants que le Premier ministre. Ouais, c'est mieux. De toute façon, il y a plus de chances quand même. Et plus de travail dans ce domaine. Il y a plus de, voilà. En ce moment, ça reste quand même plus, même si les restaurants sont fermés, je crois qu'il y a, plus de chances. Bien, alors Shabbat Shalom Michael, la semaine prochaine, Shabbat Shalom chers auditeurs aussi. Shabbat Shalom, merci. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.